Bonjour Pedro. Alors, désolé de t'avoir Bonjour. fait attendre. Bonjour Eric, il y a Eric qui est là. Oui, Ouais. tout à fait. Exactement, puisque Georges est encore quelque part, soit sur l'Atlantique, soit il a peut-être fait son escale, je ne sais pas encore où est-ce qu'il est. Sur les îles Et, Baléares, non? hein? Les îles Baléares, non? Non, peut-être pas. Non, Non, on rigole. non, je le vois mal Et- faire la teuf à Ibiza. Alors, moi j'ai une question, hein, parce qu'on t'a reçu juste avant notre départ à Rio, Philippe. Et bah, les choses se sont un peu accélérées au niveau des agriculteurs. Alors nous, on a essayé de suivre ça de loin, mais comment tu ressens l'évolution de la situation des agriculteurs justement depuis la dernière fois avec lequel on a échangé avec toi? Eh ben alors, la situation, chaque année, les gens reviennent manifester. C'est ça qui est difficile à comprendre pour le grand public. Parce que les gens reviennent chaque année avec les tracteurs, mettre du fumier, voilà, dans des endroits toujours les mêmes. Et il ne se passe rien. Sachant que l'élément majeur, c'est le revenu qui détruit les paysans et qui pousse les 2 suicides par jour aux paysans. Et le revenu, tout simplement, c'est qu'il revient que 6,50 € sur un caddie de 100 € que vous allez prendre chez Super U, chez Intermarché, chez Leclerc ou chez Lidl. Donc le sujet, il essaye de le détourner comme chaque année. Les agriculteurs sont prisonniers, puisque comme on n'a pas notre carnet de factures, c'est l'industrie agroalimentaire qui a la main sur la paysannerie en France, en Europe et dans le monde. J'ai vu que l'industrie agroalimentaire maintenant était à 9 000 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 3 fois le produit intérieur brut de la France au niveau mondial. Et donc, les journalistes, je vais en dire un mot, ils ont détourné le débat. Alors, ils prennent des slogans, c'est le but du jeu, hein, avec la FNSEA. Donc, ils ont mis slogan les normes, l'administratif, le Mercosur. Donc, les normes, ben non, le problème central des 6,50 €, c'est pas ça. Les normes, tous les gens qui travaillent autour de l'agriculture, qui nous vendent des tracteurs, des robots de traite, du matériel de traite, des pneus, enfin, tout ce qu'on a autour du monde agricole, ils ont des normes aussi. Tous les métiers ont des normes. Les métiers du bâtiment, les maçons, les plombiers. D'ailleurs, quand on fait un bâtiment, il y a des normes. Bon, voilà. Donc, tout le monde vit avec les normes. Alors après, quand il y a un problème au niveau européen, qu'il y ait certaines molécules interdites en France et autorisées en Italie ou en Espagne, ça c'est vrai. Bon, mais c'est pas ça qui résume la situation des 6,50 €, puisqu'il y a un tas d'agriculteurs qui sont aux normes, qui n'ont pas de normes à faire, et il y a un tas de production, je pense notamment aux moutons, ou dans l'élevage à l'étang, où c'est extensif, ils sont dans les prairies, il n'y a pas l'histoire de normes, on a les mêmes qu'en Italie ou ailleurs, et on ne gagne pas notre vie, et je dirais même les mêmes que dans le Mercosur, et on ne gagne pas notre vie. Donc, ils ont détourné le débat avec ça. Après, l'administratif, l'administratif, dans des exploitations, même jusqu'à 1,5 million d'euros, quand on fait tout faire au comptable, plus les déclarations PAC, plus les déclarations, tout ce qu'il y a qui est lié à l'environnement, on peut monter à maximum 6 000 €. Ça va de 3 à 6 000 € le coût dans l'année. Bon, après, il y a un peu d'administratif à faire à la semaine, mais pas plus qu'un mécano, pas plus qu'une infirmière à domicile. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Donc, il essaye de détourner le sujet, hein, alors qu'il manque de l'argent dans toutes les exploitations par rapport à ce prix mondialisé. Donc ensuite, le Mercosur. Alors le Mercosur, est-ce que c'est l'élément majeur? Ben non, parce qu'il n'est pas en place. Aujourd'hui, il n'est pas en place et les gars sont déjà par terre. Tout le monde est à la rue, tout le monde va chercher de la trésorerie, les gens n'arrivent plus à vivre dans les exploitations, donc ça ne peut pas être le Mercosur parce qu'il n'est pas en place. Alors, ces traités de libre-échange, il y a eu le CETA et tout avant, en fait, c'est pas ça qui remplace les paysans parce que c'est pas l'intégralité du volume. Là, on était à 200 000 tonnes, on va passer à 299 000 tonnes quand il va être signé, parce que pour moi, ils vont le signer. Donc, il faut savoir que l'Union européenne consomme 42 millions de tonnes. Donc, tu vois la proportion. C'est des petits pourcentages si on va aller par là. Le problème, c'est que comme le CETA, comme le Commonwealth avant que Maastricht existe, c'est pas forcément les volumes qui mettent les agriculteurs par terre, c'est que les centrales d'achat et les multinationales de l'agroalimentaire
se servent de ça pour ne pas nous payer. Ça sert de prix de référence. Et même qui vient un petit tonnage, ils disent écoutez les gars, si vous n'êtes pas contents, nous, on ira acheter des bovins au Mercosur. Voilà, c'est un moyen de pression pour ne pas nous payer. C'est pas Ce de que tu volume. dis, Hein. ce que tu dis, Philippe, c'est qu'en gros, c'est très habile de la part de ceux qui dirigent. En gros, ils importent même des petites quantités à faible coût pour dire aux autres, bah, alignez-vous sur ce coût-là, sinon on va en importer plus. C'est ça, tu peux faire pareil dans le transport. Dans le transport, tu fais venir une société qui va faire le taxi sur Paris à des prix défiant toute concurrence. Ça va servir aux entreprises qui ont des chauffeurs de taxi pour dire eh, les gars, et vous vous calmez, hein, parce que vous êtes bien payés, hein, vous avez de la chance. Hein. Y en a qui. Voilà, c'est un moyen de pression pour ne pas nous payer. C'est pas le volume en tant que tel, même si les volumes vont augmenter, puisque la ferme France. Le volume est pas mal déjà. Hein, elle diminue. On importe à peu près. Alors, ils ont mis des boissons dedans, mais tout confondu, on importe à peu près 34-36% de notre alimentation. C'est 71 dans les fruits, c'est 28 dans les légumes, c'est 50 dans les poulets, c'est que 25 dans la viande bovine. Donc, si on fait une moyenne de tout ça, on exporte un peu, on est positif en vin spiritueux, les céréales, et on exporte un peu de fromage, mais on en importe du lait aussi. Mais tout confondu, on est autour de 34%, qu'on est dépendant de l'extérieur. Mais parce que les centrales d'achat et les multinationales liées à la FNSEA mettent en compétition les paysans. Donc, s'il y en a un qui dit, écoute, moi, je ne suis pas satisfait de ma coopérative, ben on lui dit, écoute, mon gars, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Sinon, nous, on fait venir un camion d'Italie, ou un camion d'Allemagne, ou un camion de Croatie, ou de la viande du Mercosur. En fait, c'est ça. C'est un rapport de force pour ne pas nous payer. C'est tout. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il faut savoir que nous, on a échangé avec pas mal de gens de la paysannerie lors du sommet du G20, en particulier lors du sommet du G20 social. Et ce qui revenait, c'est que ils étaient tous hostiles parce qu'ils voient en fait les mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire que dans l'autre sens, pour eux, ça va être un problème pour l'industrie, ça va être un problème pour l'agriculture parce que justement, ils voient en fait que tout ça va tirer les conditions vers le bas. Et donc même eux, en fait, du moins, les petits, dans les deux sens, sont pas intéressés par ça. C'est-à-dire qu'ils voient bien que les traités de libre-échange, ça n'apporte rien pour eux, surtout en particulier dès lors que tu fais pas d'export et que tu es sur du cycle court, ça n'a aucun intérêt. Bon. Ça n'a aucun intérêt. Il y a quand même un point. Oui, il y a quand même un point qu'il faut évoquer, hein, c'est que le Mercosur exporte déjà 200 000 tonnes de viande bovine vers l'UE. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, et en fait avec des droits de douane préférentiels qui ont été concédés. Enfin, c'est le contingent Hilton notamment qui est à 20% de droits de douane. Bon, alors ça existe déjà en fait. Hein, donc, soit l'effet est déjà là et il va s'accentuer. Parce que du coup, il y aura un contingent supplémentaire qui sera pas concerné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a une étude d'impact qui a été faite par l'Union européenne sur les effets de l'accord avec le Mercosur. Et alors, tenez-vous bien, en fait, l'impact sera une croissance de 0,1% dans l'Union européenne à l'horizon 2032. Tout à fait. C'est-à-dire tout ça pour ça. C'est-à-dire ils ont les négociations de Mercosur ont commencé en 2000. Serge Touati. J'ai fait une vidéo derrière Serge Touati, l'économiste, il l'a bien expliqué. Ah oui, c'est oui. Ouais, c'est lui. Et comme tu l'as dit, on importe à peu près 200 000 tonnes et on monterait à 299 pour pas dire 300. Mais le truc, c'est que eux, les Brésiliens ou les Argentins qui envoient cette viande-là, si tu mènes une enquête approfondie, c'est comme avec la Nouvelle-Zélande, mais tous les traités, eux, je te parle des éleveurs. Hein. Oui. Je te parle pas de ceux qui font le commerce. Non, bien sûr. Eux ne gagnent pas d'argent non plus. Non, bien sûr que non. Attention, c'est que l'agriculteur français ne gagne pas d'argent, l'allemand, le belge non plus, mais le gars qui envoie la marchandise à l'autre bout du monde, si tu mènes une enquête approfondie chez lui et que tu vas analyser sa comptabilité, il faut prendre un peu de temps pour le faire. Nous, on se contacte entre nous. Hein. Ils sont dans la même situation que nous, hein, voire même des fois c'est pire.
Ils sont Tout à plus fait. embêtés que nous encore. Donc, c'est là qu'il y a une désinformation. Sur France Info, il y a quelques jours, ils ont emmené le débat, ils ont invité Dominique Bussereau, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Transports, député de Charente-Maritime. Avant de le faire parler, ils ont parlé d'L214 et des partis animalistes. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans le débat des 6,50 € qui restent pour l'agriculteur avec le Mercosur? Jean Quatremer, je l'ai écouté hier soir, que vous connaissez, la fameuse émission C'est la faute à l'Europe. Il a dit, nous sommes gagnants. Le CETA a rapporté à la France, a rapporté aux agriculteurs. On vend du vin, on vend des fromages. Mais il n'a rien compris. Il ne connaît pas le sujet. Quand on vend des fromages, quand Lactalis exporte des fromages, quand nos coopératives exportent des fromages, la coopérative gagne de l'argent. Ouais. Mais pas l'agriculteur. Il n'a rien compris. Il ne connaît pas le sujet. C'est des gens qui s'expriment, qui ne connaissent pas les sujets. Ils ne connaissent rien. Et en plus, ça a été intéressant, parce qu'après, dans l'émission C'est la faute à l'Europe, ils ont fait voir les tableaux. Alors Jean Quatremer, comme Emmanuel Le Chypre, il est tombé en plein les deux pieds dedans. Il a dit le problème, c'est un problème franco-français. Les fermes sont trop petites, on est à 69 hectares de moyenne. Il faut que les fermes elles grossissent. Mais il n'a rien compris. Si tu ne fais pas de marge avec 40 hectares, tu ne vas pas en faire avec 400 hectares. Si tu n'as pas de marge avec 30 vaches laitières, tu ne vas pas faire des marges avec 300 vaches laitières. Et ils ont balancé les revenus. Alors là, c'est rigolo. C'est là qu'on voit qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Et ils ont fait voir au Danemark 102 000 € le revenu des agriculteurs, en moyenne, au Danemark. Et là, en France, 43 000 €. Alors au Danemark, il y a un endettement sur 35 millions d'euros sur 13 000 exploitations agricoles. Et là, les 102 000 € qui parlent, c'est pour rembourser les emprunts. C'est le bénéfice d'entreprise. Comme nous, en France, 43 000 €, c'est pas le revenu. Quelqu'un qui entend ça, il fait 43 000 divisé par 12, il se dit, dis donc, je comprends pas les paysans. Mais c'est pas le revenu. C'est le bénéfice d'entreprise qui est destiné à rémunérer les capitaux engagés, rembourser les emprunts, garder une marge de sécurité sur le compte, et 43 000 là, et ensuite on fait des prélèvements privés qui s'appellent notre salaire. Et notre prélèvement privé, il tourne de 400 € à 1 200 €. On est beaucoup à 1000, 1200. Hein, voilà le boulot. Bon, puisque 80% sont en dessous du SMIC brut. Donc, c'est les chiffres INSEE, MSA, donc je ne l'invente pas. Donc, le type, il balance le bénéfice d'entreprise. Mais ils connaissent rien dans les sujets. Et dans les chaînes YouTube, j'en ai vu aussi. Alors, le problème de certains journalistes, j'ai bien dit certains, c'est qu'il faut intervenir des gens, en fait, pour faire le buzz. Ils sont heureux, ils font le buzz. Alors, ils ont trouvé des gars qui font des vidéos à 100, 200, 300 000 vues sur TikTok, et puis hop, ils les mettent à la télé ou sur les chaînes vidéo. Mais il n'y a aucune analyse des sujets. Ils connaissent rien dans les sujets. Ils balancent n'importe quoi. Il faut revenir aux revenus réels. Il faut que le gouvernement, s'il a le courage, il fait un audit, exploitation par exploitation, et là, il va bien voir la situation. Il va bien voir que c'est pas 43 000. Vous pensez, les gars, que si c'était 43 000 le revenu des paysans, vous croyez que les gars, ils iraient faire les cons dans la rue, mettre des tas de fumier? 43 000 divisé par 12. Attends, on ferait des prix. C'est surtout, Philippe, il y a un point aussi qui fausse beaucoup les statistiques de l'agriculture française, c'est que on a le vin qui, même s'il n'est pas, du moins tout ce qui est alcool, qui fait partie des gros produits d'export de la France, le cognac, l'armagnac, le champagne, etc., qui vient dans un sens remettre sur la moyenne, va être consolidé dans l'agriculture, un peu comme les grands céréaliers. Et en fait, c'est toujours le problème. C'est un peu comme si tu faisais la moyenne des revenus des joueurs de foot, et tu prends Mbappé, le mec qui est amateur dans son club. C'est clair que le mec qui est amateur dans son club, d'un seul coup, il va se retrouver avec un salaire en moyenne de 15 000 par mois, alors qu'en fait, il touche 200. Et donc, c'est vrai que le problème de ces moyennes-là, c'est que ces moyennes-là devraient être faites
par type, par topologie d'exploitation. Oui. Et pas du tout, c'est-à-dire, on Et peut par pas médiane. exactement, on peut pas comparer, Non, des mecs qui font, du vin de Bordeaux à l'export, c'est ça. pour, Bernard Arnault et un petit agriculteur qui a, 25 vaches. C'est incompréhensible, en fait, et c'est pour ça que, bah, oui, tout est faussé et après, bah, dans les médias, ça va on va dire: «Ah beh, non, finalement, ils vont pas si mal que ça». On ne parle jamais des taux d'endettement. C'est-à-dire que, imaginons, Là, et même si la personne gagne 4 000 par mois, si elle a un taux d'endettement de 90, bah, elle gagne pas 4 000 par mois. C'est-à-dire que exactement, en plus, le commun des mortels ne comprend pas forcément quel est le statut réel des agriculteurs, non. avec les charges, les caisses de retraite, du moins qui est différent d'un salarié du privé. Donc c'est clair que tout est faussé et tout est fait pour rendre le débat opaque, C'est ça. incompréhensible, et sans compter alors tes meilleurs amis de la FNSEA et du groupe Avril qui, eux, justement jouent à fond, leurs propres cartes pour leurs propres intérêts. Alors, si tu veux, la vente, ce qui est important, c'est de remettre la main sur la facture. Soit par des organisations de producteurs comme les petites fruitières, le Comté, le Maroilles, tout ça, ou comme tu l'as dit, avec des viticulteurs, quand les viticulteurs, c'est eux qui font la facture, ou c'est des petites AOP, des appellations type le champagne, qui maîtrisent, parce que les volumes sont gérés, hein. On ne va pas faire du champagne dans le Maine-et-Loire, on n'aura pas le droit de le faire. Donc c'est bien verrouillé, ils ont eu raison d'ailleurs, c'est bien organisé. Et ces gens-là, quand ils ont la facture, effectivement, ils sont dans les 20%, eux ils sont à 3 000 – 4 000 euros mensuels, voire plus. Là on est d'accord. Il y a 20% des paysans à peu près comme ça. Mais les 80 autres pourcents, il faut passer par des coopératives ou des privés, par un abattoir ou une laiterie, ou même ceux qui vendent le vin par des coopératives, ceux-là ils sont pareils, hein, ils ne gagnent pas d'argent. Hein. À partir du moment que c'est pas toi qui as la facture, que tu passes par un acteur, c'est celui qui va faire le business, qui va ramasser la mise. L'élément majeur, c'est pour ça qu'il revient que 6,50 €, c'est qu'on n'a pas de revenus parce que l'industrie agroalimentaire et les coopératives et les grosses boîtes privées type Lactalis, mais il n'y a pas que Lactalis, hein. Je l'avais noté pour en dire deux mots, les autres, les coopératives ne payent pas le lait plus cher que Lactalis. Les coopératives ont abandonné les petits producteurs, il faut le savoir. Les gens aujourd'hui qui ont des petits litrages, il n'y a pratiquement que Biolay qui ramasse du lait partout dans toute la France, des petits litrages, c'est-à-dire il faut 300 litres tous les 3 jours, hein, à peu près. 300–400 litres tous les 3 jours. Les autres, il y a longtemps qu'ils ne viennent plus. Moi, historiquement, mes parents étaient dans une coopérative. Déjà dans les années 80, ils ramassaient plus le lait si le gars il n'avait pas assez de vaches. Donc il n'y a pas que Lactalis qui fait ça, ils font tous ça. C'est des politiques d'industriels. Alors je voulais dire un mot sur le climat. Eric, il l'a dit, il a raison. L'impact du climat sur l'agriculture, ben, il est énorme, hein, puisque les réassureurs maintenant ne veulent plus assurer nos assureurs à nous, hein, sur les dégâts qu'on a liés soit aux sécheresses, soit aux inondations. Donc il faut adapter les cultures, le modèle agricole, il faut revoir le modèle agricole de toute façon, il faut adapter les cultures en fonction du climat et en fonction des régions et en fonction des attentes sociétales, ce que veulent consommer, ce que veulent les consommateurs. On ne peut pas produire quelque chose si les consommateurs ne sont pas intéressés. Donc comment faire ça? Il y a une culture comme le maïs qui demande beaucoup d'eau, enfin beaucoup d'eau. Ça demande moins d'eau qu'une céréale. Le problème, c'est que l'eau, la faut au mois de juillet-août, voilà, quand il fait sec. Donc le maïs, il faut l'adapter dans des régions où c'est possible. En Normandie, en Bretagne, voilà. Bon, mais dans les régions au sud de la Loire, attention. S'il faut monter des bassines dans les départements partout pour irriguer du maïs, on part déjà, on se tire une balle dans le pied en démarrant. On ne peut pas être compétitif s'il faut passer l'été à irriguer des maïs, alors qu'un gars en Bretagne, il n'a pas besoin de l'irriguer, il va faire plus de rendement que nous. Il faut travailler en bonne intelligence. Il faut garder l'irrigation pour toutes les cultures spécialisées. L'horticulture, le maraîchage, les pépinières, démarrer les plants de vigne, l'arboriculture, voilà.
Mais c'est des gouttes à gouttes souvent dans des structures spécialisées comme ça. Mais il faut raisonner parce que le changement climatique, de toute façon, il ne va pas faire de cadeau. Hein. Ça va nous coûter des milliards et on ne pourra pas tenir. Parce que contre le climat, un agriculteur, il ne peut pas lutter. C'est impossible de lutter contre le climat. D'ailleurs, quand on parle d'irrigation, irriguer quand il fait sec en plein cagnard, c'est impossible. On ne peut pas lutter contre la nature. C'est un non-sens économique. Dans les régions vraiment où ça brûle, va falloir mettre des cultures, soit en prairie, soit on met des moutons en prairie, on va les nourrir les mois d'été ou des vaches allaitantes. On va les nourrir quand il fait sec, on va faire des stocks au printemps, et puis ils vont rester dans les prés quasiment toute l'année. Mais on ne va pas s'amuser à faire un maïs pour faire 12-15 passages d'arrosage. Enfin, je veux dire, il faut même être débile pour faire des propositions comme ça. Mais Philippe, c'est pas pour ça qu'ils ont mis des éoliennes pour refroidir les champs? Moi, c'est pour refroidir le cerveau de ceux qui réfléchissent, nos technocrates à Bruxelles. Alors, il y a une question. Ouais. Alors, je te laisse après prendre la parole, Eric, mais il y a une Justement. question de Stinger. Philippe, existe-t-il un site internet qui recense les entreprises de transformation qui payent correctement les agriculteurs? C'est les fruitières. Ben non, un site internet, je crois pas. C'est les fruitières. Alors c'est le parmesan en Italie. Nous, c'est le Comté, le Maroilles, le Beaufort, ces marques-là. Sinon, les grands industriels. Alors attention, parce que comme dans chaque malheur, il y en a qui viennent monter des business là-dedans. Comme par exemple, c'est qui le patron? Donc lui, il va donner quelques centimes de plus à des producteurs qu'il va envoyer sur les plateaux télé. Hein, quelques centimes. Mais sur quelques litres de lait, sur une petite partie du litrage. Et il a monté ses faits, il a monté un business là-dessus, il arrive à la télé, il dit voilà, moi je rémunère les producteurs, hein, c'est comme si Pedro, il dit moi j'ai embauché un gars à République Souveraine, je le rémunère 150 € de l'heure, sauf qu'il ne va pas préciser que c'est la première heure qu'il est dans le studio, qu'il est payé 150 €. Puis toutes les autres, il est payé au SMIC. Ben lui, il fait ça. Et ça marche. Parce que les gens ne sont pas au courant. Donc, il ne paye pas le lait au juste prix, parce que ce n'est pas le prix du lait. Le prix du lait en conventionnel, il faudrait qu'on soit à 65 centimes du départ de la ferme. Lui, il donne autour de 54, et sur une petite partie du litrage commercialisé, et sur un nombre de producteurs qu'il a triés, évidemment, et qu'il envoie sur les plateaux. Alors, le plus grave dans tout ça, mais comme dans toute profession, il y a des traits. Attends juste un truc. Tu me dis que donc le lait, il vous est acheté à combien? Le prix de base, il est acheté à 43. Donc avec 43, parce que moi, à Paris, j'achète une bouteille de lait, ça me coûte plus d'1 €. Donc, ça veut dire que plus de la moitié part dans l'emballage, le marketing et… C'est-à-dire qu'il est payé en conventionnel, il est payé autour de 43-44. Bon, ça, c'est le prix de base. Quelqu'un qui est juste au prix de base, que les vaches font la matière grasse juste à 38-32, il faut que je donne ce prix-là, c'est celui-là. C'est 43-44. Après, si tes vaches font un peu plus de matière grasse et que tu as la qualité, tu peux toucher 47-48 en prix final. Bon. Mais quand ils font des business, comme je t'ai dit, là, chez qui le patron, ou qui revend 54 sur une partie du litrage, n'oublie pas qu'il vend un lait demi-écrémé. Donc l'industriel a revendu la crème, il fait un business avec la crème, et il fait un business, lui apparemment, il ramasse 5-6 centimes par brique pour lui. Lui, il n'a pas besoin de traire les vaches. Lui, il va sur les plateaux et puis il dit, bah voilà, je paye les producteurs plus cher. Alors, c'est vrai qu'il paye les producteurs un peu plus cher. Un petit peu plus cher. Sur une petite partie du litrage. Tu vois, c'est bien joué. Hein. C'est des bons communicants, les gars. Hein. Ils sont bons. Hein. Alors, attends, parce que moi, je suis nul en lait. Quand tu dis, ça veut dire que le lait demi-écrémé permet de faire plus de bénéfices que le lait entier? Ah bah bien sûr, Ouais. parce que si tu veux le lait, quand l'industriel il ramasse dans la citerne, en moyenne, en matière grasse, il va ramasser du lait qui va faire 42-43. Lui, il va le ramener à 38. Parce que, non, même pas, excuse-moi, 42-43, il va le ramener à 16. Autour de 16-17, il va le ramener. C'est du demi-écrémé. Donc la crème, il la revend. Et la matière protéique, c'est pareil, il la revend. Hein. Donc lui, si tu veux, l'industriel, il fait du bénéfice avec la crème. Alors ça dépend, 8-10 000 € la tonne, ça dépend des cours. Donc ils peuvent faire plein de choses avec la crème. Donc regarde, il fait un bénéfice avec la crème
ils nous payent que 43, 44, tu retrouves les briques à plus d'1 euro. Bah, de toute façon, c'est le jackpot. Hein. C'est le jackpot. Hein. Oui, donc en fait, il faudrait pour diminuer les marges de ces parasites, entre guillemets, il faudrait qu'on boive tous du lait entier. Faudrait boire du lait entier. Et plus cher. Soit faut passer par des organisations de producteurs indépendantes, il en existe quelques-unes, soit faut revenir. Alors c'est forcément pour vous, c'est pas réalisable. Le meilleur moyen, c'est de se serrer la main, c'est de revenir dans l'exploitation. Hein, que ça soit pour les pommes, que ça soit pour les poulets, que ça soit pour le lait. Là, on est sûr, parce que vendu au détail, faut quand même savoir que le lait bio, on le vend 1 euro. Moi, je le vends 1 euro, 1 euro, 1,10 € en bio. Donc le conventionnel, ils doivent le vendre un peu moins, mais ils vendent au moins 80, 85. Hein, et là, là, tu gagnes ta vie, forcément. Donc, tu vois, l'autre, il te l'a payé 43, il récupère la crème, il te vend la brique à toi que tu vas payer plus d'1 euro, lui il refait un business avec la crème. Il y a des protéines là-dedans qui valent 5000 € le gramme. Ça s'appelle la caséine. Ça part dans les labos, ça vaut 5000 € le gramme. Tout ça, il extrait ça. En fait, l'industriel, quand le lait il arrive, il l'éclate. Oui, ça s'appelle le craquage, comme le craquage du pétrole. Ouais. Voilà. Et au Canada, c'est arrivé à un point extrême, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucun élément quasiment nutritif dans les yaourts ou les choses comme ça. J'avais été étonné de voir à quel point ils évacuent tout. Ils sont nombreux à faire ça. Il y a Saint-Père-Henri dans le 44, ils disent 7 briques de lait rémunèrent le producteur. C'est pareil, c'est une petite partie du litrage. Comme c'est qui le patron? C'est 5%, 10%, il y a des mois c'est 20%, et c'est pas tous les producteurs en plus qui rentrent dedans. Et Charal le fait pareil, Bigard, les Super U, les Leclerc, t'as des agriculteurs en photo en disant cette vache vient de telle exploitation, elle a rémunéré le producteur. Alors tu sais ce qu'il fait? Il donne 50 centimes du kilo de plus, ou 1 € de plus du kilo. Donc le gars il va ramasser 200 ou 300 € de plus sur une vache. Une vache. Tu vois le truc? Une vache qui va vendre dans l'année, ou 2. Tu vois, ça s'appelle de la com. C'est que de la com. Oui, donc le problème déjà, c'est qu'il faut revoir tout le système de distribution complet. C'est donc repasser par des AMAP, repasser. C'est ça. Effectivement, moi je me souviens, alors pas en France, hein, mais que dans certains coins, tu commandais, tu avais le producteur de lait du coin qui te vendait directement aux boulangeries aussi. C'est-à-dire que le lait était vendu par les boulangeries. C'est-à-dire que les boulangeries revendaient le lait puisque ça fait un point de commerce dans les petits villages, revendaient le lait du producteur. Et alors, tu avais plusieurs qualités de lait. Donc, tu pouvais. Et en plus de ça, je vois les auditeurs, les produits sont transformés. Parce que les industriels, ils sont planétaires. Hein. Le lait, quand tu vas chercher ta brique, et peut-être il y a du lait allemand dedans, ou du lait belge, ou du lait. Parce que quand c'est rentré dans leurs usines, tu ne peux plus rien contrôler. Hein. Idem pour Bigard, la viande. Donc, c'est que des produits transformés. Donc, il faut revenir sur des produits. Il faut revenir, alors après, je vais en parler, commerce international, mais il faut revenir sur les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui sont une note qui est venue des ministères où les élus sont obligés, alors même dans les grandes métropoles, mais alors c'est sûr que pour Paris, c'est pas le même tableau, ils sont obligés de mettre en place des plans communaux de sauvegarde et ils doivent assurer la sécurité des populations en cas de conflit majeur, conflit avec un pays, attaque nucléaire, cyberattaque sur les réseaux, panne de logistique. Il n'y a que 72 heures de réserve pour la population dans toutes les villes qui sont dans les camions frigo. Donc, s'il y a un conflit majeur, les maires des communes ne sont même pas en mesure de nourrir la population. Donc, par définition, tu n'as plus de pompiers, tu n'as plus de SAMU, parce que si tu n'as plus de nourriture, tu n'as plus rien. Donc, on les a obligés à mettre en place un plan communal de sauvegarde. Ça commence petit à petit. Alors, attention, il ne faut pas que les coopératives remettent la main là-dessus. Il faut bien que ça reste dans la main des paysans et que ça soit les paysans, à travers des AMAP en plus gros, qui fassent la facture avec les restaurations collectives, les cantines, les EHPAD et tout ça. Et là, avec les projets alimentaires territoriaux, si on reste local, bio et conventionnel, on coche toutes les cases environnementales, on maintient les emplois sur les territoires, le paysan reprend sa facture. Hein. Là, on coche toutes les cases,
Le Mercosur, on n'est pas concerné. Donc tout ce qu'on peut faire comme ça, faut le faire comme ça. Et tout le commerce après à l'international, faut le faire sur la base de la charte de la Havane, de la coopération entre les États, et non sur la base des traités de libre-échange. Et si on est obligé, parce que le rapport de force avec les chefs d'État et de gouvernement, on n'a pas toujours la main, si on est obligé de faire un traité de libre-échange, eh bien, ce traité de libre-échange, s'il concerne 20 000 tonnes de fromage ou 100 000 tonnes de viande, à la limite, si on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas faire que de la coopération, parce que les chefs d'État, s'ils veulent vendre des voitures, du gaz ou du pétrole, ils vont peut-être pas forcément céder. Bon, mais ce qui est important, faut que les gens le comprennent, ça. Si on va au bout du raisonnement, cette partie-là qui va être négociée en traité de libre-échange, faut pas qu'elle serve de prix de référence. Je veux dire, les gens en France, ils mangent pas que des produits d'Amérique du Sud. Faut arrêter les conneries. Faut pas que ça serve de prix de référence. Le problème, c'est que ça sert de prix de référence. Et à partir de là, on est mort, nous. On est foutu. Mais aujourd'hui, sans le Mercosur, tu vois bien qu'il revient à 6,50 €. Il faut que dans la filière, dans la répartition de la valeur ajoutée, il faut que nous, puisqu'on a 2 suicides par jour, il faudrait qu'on ait 40% pour les paysans, parce que nous, on garde les emplois sur les territoires, on peut créer 500 000 600 000 emplois, puisqu'on manque de main-d'œuvre dans les exploitations, mais on ne peut pas les payer, on ne peut pas se payer nous déjà. Donc on va remettre de l'emploi, entretenir l'environnement, des produits sains, locaux, qui cochent la case santé, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'alimentation, c'est la santé. C'est prouvé, il y a des études par l'ARS, le diabète, l'obésité, les cancers. Donc nous, 40% pour nous, 24% pour la grande distribution, 24% pour l'agroalimentaire, et le reste dans la logistique. Alors qu'aujourd'hui, c'est de 45 à 55% pour l'agroalimentaire, suivant les produits. La grande distribution ramasse entre 18 et 24 à peu près, puis le reste part dans la logistique, et nous, il nous reste 5-6 €. Donc ça peut pas aller. Ouais, et la logistique, en plus, les coûts ont tendance à augmenter, Oui. ne serait-ce qu'à cause du carburant. Juste une chose pour éclairer un petit peu le débat, enfin quelques chiffres qui ne sont pas inutiles. Hein. La production agricole, c'est à peu près 90 milliards d'euros par an. Et le PIB, ça représentait 5% du PIB en 1978, 2% en 2005 et 1,5% aujourd'hui. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une descente de la production et du poids de l'agriculture qui est absolument phénoménale. Et sur l'excédent commercial, en fait, même agricole, on est très faible, hein, puisqu'on n'est plus qu'à 0,9 milliard d'euros sur les 12 derniers mois. Globalement, en moyenne, alors il y a eu des fois où c'est monté à plus, jusqu'à 5 milliards en 2023, mais en moyenne, c'est à peu près 1,8 milliard par an. Donc du coup, on a quand même une grosse perte aussi. Même à l'exportation des produits agricoles français. Hein. Et c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait, on a scié un petit peu la branche sur laquelle on était assis, et du coup, maintenant, on se retrouve avec une situation où ce qui était une force n'en est plus tellement une, quoi. Quitte à et c'est peut-être même une faiblesse, dans la mesure où, effectivement, quand on exporte, on exporte surtout du cognac, du pinard, et par contre, les produits vraiment essentiels, eux, là, par contre, là, on est très, très déficitaire. Donc, c'est tout le système que tu dénonces, Philippe, amène un peu à cette situation aujourd'hui. Alors, pour reprendre ce que tu dis, l'appauvrissement de la ferme France, alors ce n'est pas parce qu'on exporte que les agriculteurs sont rémunérés. Attention, non, j'entends bien. Dans la filière. C'est comme dans l'industrie, c'est pas parce qu'on a des usines chez nous que les salariés sont bien payés. T'es d'accord? Non, j'entends bien. C'est juste pour dire que. Mais on est d'accord, on dit la même chose. Même dans la généralité, déjà, c'est plus bon. On dit la même chose. Mais pendant un moment, en exportation, on était équivalent à l'aviation. Et on a bien baissé grâce principalement toujours au vin quand même et les céréales. Et un peu les produits laitiers. Mais aujourd'hui, on est à 82 milliards. On a été longtemps à entre 60 et 72 milliards de chiffre d'affaires. Et depuis le conflit en Ukraine, comme tout a flambé, les matières premières et tout,
le prix des céréales a monté un peu sur quelques années, on est plutôt autour de 82 milliards. Mais attention, là-dedans, il y a le chiffre d'affaires des entrepreneurs agricoles. Donc si on les enlève, on est plutôt autour de 76-77. Mais par contre, l'industrie agroalimentaire, elle, fait 220 milliards. C'est là le truc. Et l'industrie agroalimentaire, c'est presque 600 000 emplois en France. Et quand les politiques, regarde bien les économistes, qui soient Le Chip, Jean-Marc Daniel, qui soient, peu importe, Nicolas Dose et tout, quand ils parlent agriculture, hein, ils parlent toujours de l'industrie agroalimentaire. Ils parlent jamais des paysans. Les paysans, ça compte pour rien. Mais Philippe, très concrètement, si toi, aujourd'hui, imaginons que tu sois ministre de l'Agriculture, tu ferais quoi concrètement pour régler le problème de la crise agricole? C'est quoi tes 3 premières mesures que tu prendrais? Alors, développer à 100 à l'heure les PAT avec les élus locaux. Alors, tu peux donner la définition de l'acronyme parce que tout le monde n'est pas… Et les projets alimentaires territoriaux. C'est-à-dire que chaque maire doit mettre en place un plan communal de sauvegarde. Il y a une loi, la loi du 13 août 2004, la loi 2004-811, article 3 de la sécurité civile qui vient du ministère de l'Intérieur, qui s'applique de façon indirecte à l'agriculture. Une note, vous voyez, 2004, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2004, qui alertait les préfets. Donc les préfets ont envoyé cette note aux élus en 2004, 13 août 2004, en disant que s'il y avait un conflit majeur ou même une panne gigantesque sur les réseaux informatiques, plus de logistique, bah, les populations, tu sais comme moi, Pedro, Eric, tu peux pas vivre sans manger. D'accord. C'est clair. Donc les élus, comme tu as des bouches incendies si tu as le feu, doivent mettre en place un plan communal de sauvegarde, localement évidemment, parce que là tu prendras pas ta voiture pour faire 100 km, hein. Il faudra que ça soit le plus proche possible. Donc tu dois mettre en place des nourricières, donc des producteurs locaux pour alimenter. Donc ça, on peut le développer. Ça n'a rien à voir avec les traités européens. Parce que c'est des mesures de protection des populations, ça rentre pas du tout. Là, Ursula von der Leyen n'a rien à voir là-dedans. Absolument rien à voir là-dedans. Ça, tu mets ça, et le commerce international, après, tu le fais pas sur la base du libre-échange, ou tout ce que tu pourras pas faire autrement, tu le fais, mais il faut pas que ça serve de prix de référence. Il faut faire de la charte de la Havane, de la coopération entre les États. Un pays te vend du gaz, ils ont pas de blé ou ils veulent des fromages. Tu vends ton blé et des fromages, mais pas au cours de Chicago, à ton coût de production à toi pour garder tes emplois et tes paysans dans tes territoires. Lui, il vend son gaz, il vend au prix qu'il doit le vendre, c'est tout. Pas au moins 10 ans. Parce que si tu vas au moins 10 ans au cours du Chicago, eh ben là, tu es le moins 10 ans social, tu es le moins 10 ans environnemental. Ça veut dire 5 millions de travailleurs allemands dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs des pays de l'Est, payés à 500 € par mois. Là, tu vas chercher des leviers pour ne pas payer les paysans, pour pas payer les salariés, pour faire des gains de productivité dans les usines, pour faire des gains de productivité dans les exploitations, pour baisser toujours le coût des matières premières ou le coût du travail. Et derrière, après, ça provoque quoi? Ça provoque 2 études qui sont sorties, une en Suisse, une en Suède, qui démontrent que pousser à bout les êtres humains, toujours plus de productivité, toujours plus de rendement, il y a des arrêts maladie importants. Ça a été quantifié, chiffré en Suisse et en Suède, et ça coûte 2 à 3 points sur le produit intérieur brut du pays en Suisse et en Suède. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'en faire toujours plus. C'est pas possible, ça pète les plombs, les gens sont en arrêt maladie. Là, je m'élargis un peu, mais je parle de tout ce qui concerne le travail en France. Des gens qui sont mis sous pression parce que l'actionnaire, il veut un retour à 2 chiffres. Donc, on n'en a jamais assez de ça. Et une petite note, oui, sur le climat. Pourquoi les accords libre-échange, Mercosur ou CETA peuvent pas marcher? Parce que nous, en agriculture, on a ce qu'on appelle le monopole des facteurs. C'est-à-dire qu'en termes économiques, tu prends des agriculteurs identiques, avec la même exploitation, le même nombre d'hectares, les mêmes bovins, les mêmes moutons, ce que tu veux. T'en mets un en France, un en Italie, un en Suède, un au Brésil, un en Chine et un en Inde. Rien que par le climat, la pluviométrie, tu ne peux pas sortir le même produit au même prix. C'est impossible.
Rien que par le climat. Parce que t'en as un, il va nourrir le mouton, la vache toute l'année, elle va se balader dans les champs, il va rien faire le gars, il va juste la surveiller. S'il fait la traite, il va la traire matin et soir, et il va produire du lait. L'autre, nous par exemple chez nous au sud de la Loire, on nourrit les animaux 6 mois l'année à peu près. 6 mois l'année, faut leur donner de l'ensilage. Donc, faut faire venir un entrepreneur, faut semer soit des maïs, soit ce que tu veux. Donc, tu vois, rien que déjà, ça y est, t'es mort. Là, après, t'as pas parlé des conditions sociales. Si t'as un salarié chez nous, bon, bah, c'est le SMIC brut, c'est le minimum, il est même pas reconnu. Au SMIC, c'est pas raisonnable. Bon, tu connais les salaires dans ces pays-là. Après, t'as tout ce qui est social, les arrêts maladie, la retraite et tout ça. Donc, tu vois bien que le mouton qui vient d'un autre pays, d'Inde ou de Chine, bah, il peut pas être au même prix qu'un mouton français ou belge. Enfin, je veux dire, toute personne peut comprendre ça. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi. Caroline Daujon qui dit comment savoir, alors ça rejoint un peu la question d'Anko Singer, mais comment savoir si la structure où j'achète mes produits rémunère correctement les producteurs? Eh ben, faut que je m'en occupe. Moi, je vais en parler sur ma chaîne Philippe et dans le Bré, mais c'est une très bonne question. Je vais demander à des gens de mon association du SAMU. Il y a des gens doués qui nous donnent du temps en bénévolat. C'est que des bénévoles au SAMU. C'est une chose à réfléchir. Il faut qu'on fasse connaître sur les réseaux les produits que vous achetez en magasin qui rémunèrent vraiment le producteur. Il faut qu'on communique. C'est une très très bonne idée. Et j'embraye parce que tu m'as posé une question, comment Pedro, j'ai pas tout répondu. Donc les deux grandes propositions, c'est revenir sur le local, après le commerce sur la base coopération Charte de la Havane. Et si, alors que je serais pas ministre de l'Agriculture, mais tu m'as posé la question, revoir la fiscalité, parce qu'on est imposé sur le bénéfice de l'entreprise, sur nos cotisations sociales, et non sur le salaire réel. Donc ça, il faut revoir la fiscalité. Un plan de désendettement pour les agriculteurs. On a un endettement de 250 000 euros en moyenne. Alors justement, les économistes qui parlent du Danemark, là, ils sont à plus de 2 millions d'euros, les gars. Moi, je sais, on est en contact avec eux. Les gars, ils remboursent plus que les intérêts, ils peuvent plus rembourser le capital. C'est pire que nous, tellement ils sont endettés. Et en Hollande, identique. Donc, un plan de désendettement, ça se passerait concrètement comment? 250 000 euros d'endettement moyen. Le capital, hein, c'est pas une annulation de la dette. Hein. Le capital est repris par la Banque centrale via le réseau bancaire. Ils mettent un taux d'intérêt souvent qui est faible, entre 2 et 4%, 2-3%. Et sur, s'ils reprennent 200 000 euros de capital, à 3%, 2 fois 3, 6, chaque année, tu verses 6 000 euros au Crédit Agricole ou au Crédit Mutuel, qui va reverser ça à la Banque centrale. La dette va être inscrite à l'actif de la Banque centrale. Ce n'est pas une annulation de la dette. Hein. Par contre, tu payes en perpétuel. Celui qui reprend la suite de ta ferme, il donne toujours les 6 000 euros. Toujours. Donc, ce n'est pas une annulation. Tu vas rembourser, mais le capital est repris. Et là, tu repars sur un modèle vertueux. Tu recrées un autre modèle agricole. Il ne faut pas recommencer, évidemment. Parce que autrement, 5 ans après, tu vas te rendetter. Et là, tu repars avec une répartition de la valeur ajoutée. Tu vas recréer des emplois sur les territoires. Par contre, tu es obligé d'encadrer la grande distribution et l'agroalimentaire, sinon tu n'arriveras à rien. Et une chose importante, l'assurance l'homme-clé. L'assurance l'homme-clé, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'exploitants, surtout avec des animaux, mais c'est vrai aussi pour les autres, hein, on a droit à 29 euros par jour. Si on a un accident, qu'on se casse une jambe ou qu'on a le cancer, on a 29 euros par jour d'indemnité par la mutualité sociale agricole. Bon, encore, ça se déclenche qu'au bout de 15 jours, mais je passe les détails. On a 29 euros par jour. Donc, un exploitant en moyenne a à peu près une activité de 70 heures, on va dire, de moyenne. Hein. Bon, donc, il faut 2 équivalents temps plein pour nous remplacer, salariés. Donc, je me suis renseigné aux compagnies d'assurance, ça n'existe pas. L'assurance l'homme-clé en agricole, il faudrait verser 6 000 euros de cotisation annuelle. Il faudrait que ça soit pris sur l'entreprise. Si on dégage des bénéfices, 6 000 euros dans une entreprise qui fait 300 000 euros ou 400 000 euros de chiffre d'affaires, c'est peanuts. Simplement, aujourd'hui, c'est une honte qu'un agriculteur qui s'occupe des animaux, il a droit à 29 euros par jour. Donc, quand on tombe malade, bah, je vais vous dire, hein, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les copains, c'est les frères et sœurs, c'est voilà, hein, c'est système D. Voilà.
Merci pour cette réponse. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il avait, lors de la matinale de Tocsin, il avait posé plusieurs questions à ton sujet à Monsieur Béraud, mais qui n'a pas du tout répondu. Alors, je me permettrais de dire, ça ne me choque pas parce que les lâches, généralement, quand on les confronte, ils se font la malle. Mais tu as pu avancer, toi, dans cette histoire ou... Non, là, c'est très simple, hein. Comme c'est les réseaux, sur les réseaux, ça part très vite et le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. On le dira quand on sera au tribunal, ça va passer en 2025. C'est une exploitation que le SAMU, mes collègues, ont secourue, hein. Donc, on dira précisément parce qu'on a les documents, d'accord. Donc, c'est une exploitation qu'on a secourue. Alors, ça remonte à 2021, hein. Attention, hein. Voilà. Et lui, derrière, bon, bah, il a fait de la diffamation. On a les éléments. Mais il a fait, si on va au tribunal, c'est que ce qu'il a fait, c'est pas grave. C'est très grave. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et les auditeurs sont pas au courant. Donc aujourd'hui, il peut faire le beau. Nous, on est très tranquille parce qu'il y a un avocat qui a les documents. Et à mesure que certaines personnes ont vu les documents, je peux vous dire que, et là, il y en a qui vont tomber de haut aussi. Je donnerai pas de nom. C'est des hommes politiques qui continuent de travailler avec lui, ou des gens qui ont des chaînes YouTube qui continuent à l'inviter. Ils prendront leurs responsabilités. Dans la vie, on a le droit de pas être d'accord, mais il y a des choses, attention. Diffamation, attention. Et tu sais, tu peux compter sur notre soutien là-dessus parce que effectivement, comme tu l'as dit, on a le droit de pas être d'accord. Ah oui. Et il y a méthode et méthode. C'est-à-dire qu'on peut on va dire, chahuter sur les idées. On peut être même vindicatif. Oui. Par contre, on respecte les règles du débat démocratique et on raconte pas n'importe quoi. Non, moi je suis pas d'accord avec Arnaud Rousseau. Moi je dis que comme Xavier Belin, c'est quelqu'un de très compétent, c'est un capitaine d'industrie, c'est quelqu'un de très intelligent. Il devrait pas être représentant des agriculteurs parce que c'est un businessman de l'agroalimentaire, mais c'est quelqu'un de très compétent dans son domaine, c'est incontestable. Je suis pas d'accord avec lui, mais je n'irai pas dire qu'il a détourné de l'argent à la mairie de sa commune ou dans une structure. Voilà. Ça, c'est deux choses différentes. Alors, je combat l'homme, mais on n'a pas à dire n'importe quoi. Claire pose la question de la relocalisation de toute la chaîne agricole jusqu'à la distribution. OK pour les milieux néo-ruraux, idéalement, je suppose en scope, mais dans les métropoles, dictat des distributeurs. Alors, c'est vrai, moi qui suis un urbain, alors, il n'y a pas d'hypermarché, par exemple, dans Paris Centre, c'est vrai. On a des supermarchés de petite taille, mais voilà, comment on fait, effectivement. Alors, il y a des AMAP qui se développent, mais ça reste très, on va dire, pour le lait, j'en ai pas vu, hein. C'est surtout les fruits et les légumes pour l'instant. Ben, c'est là qu'il y a un modèle à réinventer parce que chaque contribuable hors impact sur la santé, hein, hors impact sur la santé, diabète, cancer et tout ça, chaque Français verse l'équivalent du salaire médian, 2100 € par 53 millions d'adultes. Pour l'agriculture, alors là-dedans, il y a la PAC, il y a la retraite que vous nous financez, hein, c'est vous qui financez notre retraite, faut le savoir. Il y a toutes les subventions quand on fait des bâtiments, quand on monte de l'irrigation, on est subventionné par vous, hein. C'est vos impôts, hein. Les impôts fonciers, tout ça. Donc, tout cet argent public qui est dépensé pour un modèle agricole qui, certes, rémunère bien certains, vous l'avez compris, certains ont des yachts, mais certains sont au RSA. On est 40% au RSA. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait réinventer. Il y aura un peu d'AMAP, mais dans des grandes métropoles comme Lyon, Paris, tu ne pourras pas tourner avec des AMAP. Il faudrait des moyennes surfaces qui soient des genres de magasins intermédiaires, pas des immenses hyper comme il y a. Parce que le problème de cette grande distribution, de ces centrales d'achat, c'est qu'aujourd'hui, on a 62% de nos communes qui n'ont plus de commerce. Ils ont été tués par les centrales d'achat. Hein, centrales d'achat qui, eux aussi, comme l'agroalimentaire, ont des plateformes à l'étranger. Et ils font venir des produits. Le but du jeu, c'est de nous mettre en compétition. Alors, c'est des produits transformés. Vous ne savez pas forcément ce que vous mangez. Ça, c'est impossible de savoir ce que vous mangez. C'est impossible de faire la traçabilité. Puisque Bigard, par exemple, dans ses abattoirs, qui fait venir de la viande de l'Europe de l'Est et de partout, hein,
Lui, quand il a un contrôle, il est prévenu 30 jours avant. Donc c'est impossible. Ces gens-là sont main dans la main avec nos politiques. L'agroalimentaire, les capitaines d'industrie agroalimentaire sont main dans la main avec les élus. Vous reprenez des images d'archives. J'en ai retrouvé, moi, juste après Pompidou, de Giscard d'Estaing à venir aujourd'hui. Vous regardez qui est reçu à l'Élysée dans les jours qui suivent une élection. C'est pas ta coiffeuse, hein, Pedro. C'est pas ta coiffeuse qui est reçue. Hein. C'est moi, ma coiffeuse, c'est Total Énergie parce que mes cheveux sont en plastique. C'est les capitaines d'industrie, c'est les gens influents. Voilà. C'est là que ça se joue. Non, je comprends. Non, mais c'est de toute façon, cette question agricole, il faut la poser. Alors, par rapport justement au mouvement en cours, toi, tu penses que ça a une utilité ou, comme tu l'as dit, c'est tous les ans la même chose et de toute façon, vu la manipulation faite par la FNSEA, ça sert, c'est pas la bonne manière de faire. Alors ça, oui, j'en ai pas parlé des manifs. Alors le problème des manifs, alors bon, c'est un peu biaisé. Chaque année, ils font leur petit cinéma. Mais là, c'est encore un peu plus biaisé parce que c'est les élections chambre d'agriculture au mois de janvier. Donc, ils font des agitations parce que là, les enveloppes budgétaires vont être redéfinies pour les 6 prochaines années. Donc, comme je pense que M. Macron et M. Barnier ont des économies à faire, la Confédération paysanne et la coordination rurale, ils ont 3 200 000 euros à peu près par an, ce qui leur permet d'avoir des animateurs dans les départements, tu vois, des directeurs, des gens hein, pour s'occuper de la com, hein, si tu veux faire vivre un syndicat. 3 200 000 euros. Bon, donc l'enjeu, il est là. Les autres, les autres, ils ramassent le gros du pactole avec 26% des paysans parce que c'est un vote au scrutin majoritaire. Donc quand ils font 42, si les autres derrière, ils font 41, même si tu perds à 1 point près, même à 2 voix près, ils ramassent 50% des sièges d'entrée et ils récupèrent après sur les sièges restants encore le pourcentage. Donc c'est complètement absurde, quoi. Ça avait été renforcé par Dominique Bussereau et tous les élus. La FNSEA, historiquement, c'est le RPR-UDF. Mais il s'adapte à toutes les sauces. Hein. Même qu'il y a un changement de majorité, la cogestion, elle est permanente. Donc, est-ce qu'ils ont raison de manifester? Ils essayent. Moi, j'ai passé des messages et ils ont été entendus parce que j'ai été appelé par les syndicats, là, hors FNSEA. Ils vont faire des actions cette semaine. Ils vont demander des comptes à l'agroalimentaire parce que je leur ai dit, moi j'y ai participé avec mon père, j'ai fait que ça. On mettait du fumier dans les préfectures, bloquer les autoroutes, voilà. Alors que finalement, on ne va pas demander des comptes à ceux qui nous pillent, hein, qui sont nos coopératives, qui sont Lactalis, le groupe LDC, Bigard, les 2 Hollandais qui achètent les veaux dans toute l'Europe. Personne ne va leur demander des comptes. Alors là, cette semaine, ils vont y aller. Je ne dois rien dévoiler, mais je le sais. Mais cette semaine, ils vont y aller de façon pacifique. Alors, ils vont y aller prudemment. Parce que si vous allez, par exemple, chez Bigard, faut mieux être producteur de canards. Hein. Parce que si vous livrez des bovins, derrière, il peut avoir des représailles. Si vous allez chez un industriel qui fait des canards, il ne faut pas envoyer devant des gens qui font du canard. Il faut envoyer des gens qui font des céréales. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le problème, comme c'est eux qui font la facture, c'est un peu comme si, Pedro, tu allais manifester chez ton patron. Quelque part, c'est ça. Hein. C'est nos patrons. Hein. Ils nous tiennent. C'est là qu'est le truc. Alors, dans mon cas, c'est moi le patron, donc ça va. Je m'auto-manifeste, mais non, je comprends tout à fait. De toute façon, on va suivre avec attention et grâce à toi aussi ce qui se passe. J'encourage tout le monde à suivre ta chaîne, Philippe est dans le pré, sur les différents réseaux sociaux où de temps en temps tu nous montres tes vaches, justement. Mais pas que, hein, les analyses de Philippe sont très intéressantes. Ça, c'est des analyses de terrain, c'est-à-dire c'est toujours important. On a toujours les gens qui font du théorique et parfois c'est bien d'avoir des gens qui font de la pratique parce que c'est comme tu le disais sur les normes ou sur d'autres sujets. Parfois, on en fait tout un fromage alors que c'est pas si compliqué et que le problème, il est ailleurs. Il est dans la négociation avec les distributeurs, et voilà, et on l'a vu, hein,
nous, on a eu la plus belle illustration de ça pendant le G20. Le G20 a été l'objet de plusieurs annonces majeures, mais quand je dis majeures, qui ont un retentissement dans le monde entier, en particulier la création de l'Alliance globale contre la pauvreté et la faim, qui va se faire sur la taxation des milliardaires de 2%. Oui. C'est-à-dire, c'est des milliards qui vont aller pour éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde. Et certains disent, oui, mais c'est pour les pays du Sud. Non, c'est pour l'intégralité des pays de la planète. C'est-à-dire, c'est aussi pour éradiquer la faim chez nous. Et ben, mine de rien, de quoi les gens parlaient? De l'autorisation donnée par les États-Unis de pouvoir tirer les missiles ATACMS en profondeur en Russie. Personne quasiment n'a parlé de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est les pays du Sud global qui d'un seul coup donnent la solution à la faim et la pauvreté dans le monde, et simplement. Et ça, c'est, on va dire, c'est insupportable pour les pays occidentaux qu'ils auraient pu mettre en place depuis très longtemps et qui d'un seul coup soient d'autres. Et il y a eu aussi une autre annonce qui est passée totalement inaperçue, c'est celle sur la souveraineté pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il y a aussi une alliance globale qui a été montée pour la souveraineté pharmaceutique pour rapatrier dans les différents pays de cette alliance les productions de médicaments et ne plus dépendre, et de vaccins, et ne plus dépendre de pays tiers, et justement de contrôler les prix, etc., et qui va dans le bon sens. Et tout ça a été éclipsé. C'est-à-dire que toutes ces avancées, et il faut voir ce que c'est le G20, hein, les pays de l'Occident ont été forcés d'accepter. Même un pays comme l'Argentine, qui au début, on a vu Milei arriver avec 1 heure de retard, faire les gros barras, etc., on lui a dit, bon, maintenant, tu te tais et tu signes. Parce que ça, c'est une question, l'histoire se fait maintenant. Et le mec, il est parti tout petit et on ne l'a pas entendu trop fanfaronner alors qu'il dit, ah, on ne va pas taxer les riches et tout. Nous, on l'a vu arriver sur la rampe, tout feu, tout flamme, et redescendre, comme dit l'autre, la queue entre les jambes. Mais, et je vais dire une chose, c'était bien fait, puisqu'il nous a fait tous patienter 1 heure parce qu'il voulait faire le malin. Bien épris qu'il croyait prendre. Mais voilà, on va suivre avec attention tout ça, et on va enchaîner sur Jordan, qui lui vient nous parler aussi d'un problème grave qui touche les profs, et même pas que les profs, hein, c'est un problème qui touche en général la fonction publique en France, qui était censé avoir été réglé, mais qui existe encore, qui est le commencer à travailler. C'est-à-dire que ça arriverait dans n'importe quelle entreprise privée. On va dire les patrons se feraient limite mettre en prison pour esclavage. Et là, l'État peut le faire, c'est-à-dire avoir des salariés qui ne payent pas pendant des mois. Et alors, ils seront régularisés. Mais bon, ça crée des situations. Donc, on va en parler avec Jordan. Et donc, merci beaucoup, Philippe. De toute façon, tu es le bienvenu quand tu veux. Et on va suivre avec attention cette crise agricole, parce que, on va dire, on a l'impression de se répéter à chaque fois là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas pris la mesure de ce qu'il faut faire, on sera condamné. Donc, juste 2 ou 3 mots de la fin. Oui, c'est la répartition de la valeur ajoutée. J'ai vu une femme du Finistère là, qui parlait des légumes. Voilà. Donc, dans les zones où il y a des problèmes de pollution, comme on le sait, dans le Finistère et tout, justement, dans ces zones-là, il faut remettre des herbages avec des vaches allaitantes ou des moutons et déconcentrer les élevages de peur. Il y a des choses à faire, tout ça. Et donc, les projets alimentaires territoriaux, c'est très important de revenir sur du local. C'est un genre de sécurité sociale de l'alimentation qu'on peut mettre en place localement et bien tenir compte du local et que le prix soit pas donné par le marché mondial, que l'industrie agroalimentaire avec la grande distribution ne sonne pas le là, qui balance pas un prix qui est un prix mondialisé qui vient effondrer les petits producteurs. Il faut bien revenir sur du local. C'est la définanciarisation de l'agriculture. C'est ça. Et puis un dernier mot, parce que beaucoup me parlent du Brexit. Bon, Brexit, c'est un moyen institutionnel, mais les produits aujourd'hui qu'on produit en France, qui sont transformés en France, qui sont mangés par les consommateurs français, ça n'a rien à voir avec le Brexit, puisqu'il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée. Si demain on a Brexit, qu'on revient en francs, moi je vais vendre ma vache puis mon lait en francs
à Bigard ou mon lait à la coopérative Sodial, comme ils prennent toute la marge, je vous dirais, les gars, j'ai des francs, mais il me reste 6,50 €. Voilà. Point barre. C'est tout. Alors, je vois que Glycianure dit le problème, c'est l'UE, point, et vous le savez très bien. On vous a embrigadé dedans sans votre consentement et vous n'avez toujours rien compris. Alors, je ne sais pas si tu connais nos vidéos ou si tu suis ce qu'on fait. Je pense qu'on dénonce suffisamment les problèmes de l'Union européenne Oui. et ce que ça a causé sur la France. Et même dans ce live, on a parlé du fait que la récession en Allemagne pouvait chuter, pouvait créer la chute de l'Union européenne et qu'on n'allait pas pleurer là-dessus. Je pense que tu te trompes de cible quand tu nous dis qu'on n'a pas trop compris la question, puisque justement, on est plutôt parmi les éclairés. Merci. Mais Philippe, on va te laisser, on va enchaîner sur Jordan. Ça, Et on pourra refaire une émission sur l'Europe parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Bien sûr que cette Europe-là, elle n'est pas bonne, mais de dire demain matin, on fait un Frexit et un mois après, tout est réglé, justement, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que pour l'auditeur qui a posé la question, moi j'ai des amis qui se sont pendus en mouton, c'était le Commonwealth, c'était les années 80, il n'y avait ni Maastricht, il n'y avait pas Madame van der Leyen, je ne sais pas où elle était à faire ses études, et puis les gars, ils sont morts. Donc, voilà. oui, non, bien sûr, l'Union européenne est un problème. Bien sûr, un gros problème. Ouais. Oui, alors Mais certains. c'est pas le seul. Oui, oui, tout à fait. Mais tant que tu ne changes pas l'oligarchie agricole qui dirige l'agriculture française, tu auras beau changer de système, ça ne changera pas grand-chose. Alors c'est l'Union européenne qui commande. Mais non, parce qu'un produit, je viens de lui répondre, une vache que je vends à côté de chez moi qui est dans le Super U, transformée par Bigard, c'est pas Ursula von der Leyen. Et il me reste pas d'argent. Mais non, il n'a pas compris, le gars. Oui, oui, non, mais c'est. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, ça. Oui, tout à fait. L'Union européenne pose ses problèmes, mais Oui, dans ce cas-là, il ne faut pas sous-estimer qu'on est capable nous-mêmes aussi de nous poser nos propres problèmes. tout à fait. Merci, Pedro. Merci. Merci.